Bonsoir à vous et merci à l'Institut européen des jardins et paysages de son accueil aujourd'hui. Alors, le Grand Aubeuf, où sommes-nous ? Je commence par prendre une carte qui est une carte d'une exposition présentée par l'Institut européen des jardins et paysages cette année. Et c'est très simple, nous sommes dans une zone blanche. Dans une zone blanche parce que voici la position du domaine du Grand Aubeuf. C'est-à-dire que jusqu'il y a quelques mois, nous n'existions pas. Et un grand merci à l'Institut européen des jardins et paysages de nous émettre un certificat de naissance aujourd'hui, parce que peut-être que bientôt nous existerons sur cette carte. Grâce à vous, un grand merci dédié. Nous sommes situés à 12 km de Fécamp, sur un plateau qui est un plateau d'agriculture conventionnelle, planté en lin, en pommes de terre, en betterave, en colza, entre deux vallées, entre la vallée de la Ganseville et la vallée de Valmont. C'est un paysage qui est un paysage dur, au climat presque continental. L'influence de la Manche ne s'y fait pas sentir. Et comme vous le voyez ici, le domaine est entouré de parcelles de culture conventionnelle avec des exploitations qui font entre 100 et 500 hectares. Lorsque M. Delecourt a racheté le domaine en 2014, voici le paysage que nous avons trouvé. Et c'était un petit peu impressionnant, on a mis presque un an à nous entendre, à découvrir ce site, parce qu'il y avait beaucoup de lierre, beaucoup d'humidité, beaucoup de mousse, beaucoup d'inondations dans les allées. Et effectivement, le parc qui avait été placé sous la protection des visiteurs était un petit peu abîmé. Le parc était envahi de végétation. Le grand parc avait été presque abandonné depuis 40 ans. Et effectivement, le premier choc a été un petit peu difficile. Il en était de même avec les dépendances. Les grandes écuries qui accueillaient encore 2 tracteurs Massey Ferguson. La maison du fermier n'avait plus de toit, comme d'ailleurs la plupart des bâtiments. Le potager, il n'en restait pas grand-chose non plus. Le bûcher, n'en parlons pas, c'était de la tôle ondulée et ça tombait par terre. Et l'infirmerie que vous voyez en bas à droite, qui est un des petits bâtiments d'angle du mur d'enceinte, il n'en restait pas grand-chose. Donc en gros, 2 bâtiments habitables, le pavillon des propriétaires qu'ils occupent toujours aujourd'hui et la maison du gardien. Heureusement, en se promenant dans le parc, tout au long de nos arpentages, on a été touché par des moments de grande poésie. Et ces moments de grande poésie, c'était des petites choses. C'était la lumière du jardin bas, parce que la lumière du jardin bas, quelle que soit l'époque de l'année, quelle que soit l'heure, elle est toujours extraordinaire. Et parce qu'entre ces balustrades, il poussait des roses anciennes. Et Madame Gillet, la propriétaire du château de Doudeville, il venait chercher des roses anciennes. Et chaque fois que je la vois, je lui apporte ces roses anciennes et elle est touchée. Et puis il y a un personnage extraordinaire, c'est Camille Lenné. Camille Lenné, l'ancien chef jardinier d'Aubeuf, qui a assuré sa garde après, dans la déshérence du domaine. Camille Lenné, il était toujours au potager en train de cultiver ses carrés. Et il nous a raconté, c'était la mémoire vivante du domaine. Les précédents orateurs nous parlaient de l'importance des jardiniers. Et c'est vrai que d'avoir un vieux chef jardinier qui reste sur le domaine, ça vous permet de retrouver les traces du passé. D'autres petites étincelles, les lambrequins de la maison de la conciergerie, les lambrequins aussi de la maison du chenil, et puis une grande et belle allée de hêtres. Elle est quadruple, elle est très abîmée, elle traverse le parc depuis des années et des années. Et c'est vrai que quand on s'y promène, on voit encore la grande allée de 10 mètres, ces 2 contre-allées de 6 mètres. Au pied du grand escalier, j'ai trouvé en morceaux le plan des propriétés du marquis de Pomereux en 1851. À l'époque, ça faisait 715 hectares. Ça occupait 4 communes, donc d'Aubeuf-Serville, Limpiville, Bec de Mortagne, une partie de Bec de Mortagne. Et c'était finalement assez émouvant. Aujourd'hui, les 23 fermes ont été vendues. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture conventionnelle qui a récupéré toutes ces parcelles qui étaient anciennement les terres du marquis de Pomereux.
J'ai eu un moment particulier ici, en me promenant dans le Grand Parc, parce que sous la forêt, tout d'un coup, il y a une forme circulaire ou semi-circulaire qui est apparue. Et on va découvrir un petit peu plus tard ce dont il s'agit, mais c'était bien enfoui dans le bois, personne ne l'avait vu. Ou en tout cas, au cours de mes nombreuses conversations avec la DRAC, on n'en avait pas entendu parler. Et puis il y avait toutes les fleurs qui étaient redevenues sauvages. C'est vrai qu'on aime bien cueillir des fleurs, ça remonte le moral, surtout quand il pleut dans les maisons, et surtout quand on a beaucoup de travail devant nous. Et puis la belle surprise, c'était le sol, c'était la qualité du sol. Si les betteraves, et si les pommes de terre, et si le lin ils poussent si bien, c'est parce qu'on a 2 mètres de limoneux argileux, un beau sol acide, sur un sol crayeux avec de la marne et de la craie à silex. Et donc, on a la chance d'avoir un sol acide où poussent si bien les rhododendrons. Alors, les coups de cœur, c'était aussi la pompe à essence de la maison de la ferme et puis le débourrage des rhododendrons, parce que quand les rhododendrons débourrent à Daubeuf, ça devient impressionnant, mais les premières fleurs sont toujours belles. Le livre des salaires payés entre 1965 et 1974, avec tous ces gens qui ont travaillé au domaine, dont on a retrouvé une bonne partie des descendants. J'aime bien aussi le Cryptomeria japonica cristata, introduit en Europe en 1920, mais qui a été planté à Daubeuf par la princesse Turza. Je me souviens quand elle nous tapait dessus avec sa griffe au Vasterival, mais là, elle a laissé à Daubeuf un merveilleux souvenir. Il y a un alignement de tilleuls platyphylos, tilleuls à grandes feuilles, de 165 ans. Alors ils sont tout biscornus, tout abîmés, mais on ne sait pas combien de temps ils vont tenir, c'est quand même assez merveilleux. Et puis on a trouvé le cimetière des vases Médicis, ceux qui ornaient la cour d'honneur. Ils étaient tombés sous des sycomores et sous des lauriers-palmes, et les lauriers-palmes les avaient envahis comme si on était à Angkor. Alors c'est encore miniature, bien sûr. Mais bon, c'est des restes qu'on aime bien. Et puis avec Guillaume, la femme de Jérémie Delecourt, on a gratouillé sous un appentis, on est tombé sur la collection des pots horticoles du potager. Ça nous a beaucoup plu aussi parce qu'ils étaient tous irréguliers. On a trouvé, et ça c'était un signal de 19e précurseur, 3 citernes de recueil des eaux pluviales. Elles sont énormes. Et donc effectivement, on les utilise aujourd'hui pour arroser les plantes du potager. Et puis on a trouvé aux archives départementales toutes les factures d'achat des végétaux entre 1880 et 1890, ce qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur le passé de ce parc. Alors Daubeuf a toujours été un lieu discret. Il apparaît dans un ouvrage qui sont les merveilles des châteaux de Normandie. Mais il a été ouvert au public en de rares occasions pour des œuvres de charité. Mais sinon, je crois qu'il est passé discrètement le long de la départementale et qu'on savait qu'il y avait quelque chose, mais qu'on n'y rentrait pas. C'était une propriété très privée de la famille Pomereux. Certains d'entre vous l'ont connu, je le sais, mais effectivement, c'était un lieu qui n'était pas un lieu public. Voici le château, retour vers le passé avec des images du château en 1885, puis des cartes postales de 1910, des belles images prises par le Fonds Bergouin, collection de la ville de Fécamp, dans les années 60, où on voit apparaître les caisses à oranger avec les taupières devant le château, et puis l'image de la vente du mobilier du château en 2013. Alors voici donc le mobilier qui a été vendu aux enchères en 2013. Et le château a été vendu à M. Delecourt quelques mois après. Donc le château était la résidence secondaire de la famille Pomereux-Dalic jusqu'en 2014. Le marquis de Pomereux, Robert de Pomereux, et sa femme Lydie d'Harcourt, y passaient régulièrement les étés, en arrivant toujours à date fixe et en repartant toujours à date fixe, en venant avec le personnel de leur hôtel particulier rue de Lille à Paris et avenue Foch. Et puis Daubeuf a fait la couverture de Maisons et Jardins en 1950. Et voici Lydie d'Harcourt se promenant au potager
avec les grandes serres déjà tombées en ruine, donc en 1982. En tout cas, le souvenir que de nombreux anciens salariés du domaine ont, c'est qu'on jouait beaucoup à Daubeuf. Je crois qu'on y a toujours fait beaucoup de bêtises et on continue à en faire encore beaucoup. Les enfants de la famille Pomereux se mélangeaient avec les enfants des salariés du domaine sur cette grande pelouse et sur d'autres. Renaissance en 2014 parce que Jérémy et Guillaume Delecourt ont acheté ce domaine et Guillaume Delecourt a des racines normandes à Mireville, à Valmont, à Filière et ils ont eu envie de s'attacher et de se lier davantage à la Normandie. Ils ont donc acheté le domaine qui représentait 40 hectares à ce moment-là et ils s'occupent aujourd'hui de restaurer le bâti. On va voir que c'est un petit peu l'axe 1 du développement du domaine en ce moment. Une société a été créée, c'est la SAS Saint-Fiacre de Daubeuf et elle s'occupe, elle, du développement économique du domaine. Et puis il y a un troisième axe qui est important pour nous, c'est Daubeuf Partage. Daubeuf Partage, c'est une association loi de 1901 dont l'objectif est de créer du lien sur le territoire. Et donc, Daubeuf est un modèle un petit peu étrange et récent, un modèle qui se cherche, un modèle encore adolescent et en devenir, dans lequel on a à la fois beaucoup de restauration de patrimoine, dans laquelle on a aussi la recherche d'un équilibre, parce que gérer ce domaine, ça implique du personnel, ça implique des charges sociales, et qu'il faut, comme ce domaine l'a toujours fait, de par ses fermes, de par l'exploitation des cressonnières, de par l'exploitation des vergers, il faut rentrer dans une logique de gestion de père de famille. Donc, en pays cauchois, un sou est un sou, et on va essayer de faire rentrer des petits sous, même quand le patrimoine ne nous permet pas encore d'en faire rentrer davantage. Et puis, on a aussi l'ancrage dans la communauté qui est important. Daubeuf tournait le dos à la communauté. Aujourd'hui, ses portes lui sont ouvertes. Voici le domaine vu à quelques mètres de hauteur. Je vais vous présenter un peu la localisation des différents bâtiments. Vous avez le château au centre d'un axe en T, d'un axe de 1,5 km qui va depuis la vallée de la Valmont vers le haut de l'image, vers la vallée de la Ganseville, en bas à gauche. La cour d'honneur, le portail, les grandes écuries, construites 1880-1885, avec leur coupole qui va être restaurée l'année prochaine, remise en place l'année prochaine. Le potager que vous voyez au moment où il était en bout, puisqu'il a été construit au moment de la photo aérienne. Il a été créé en 2015. Le jardin qui est attribué à Eugène Buller, le jardin bas. La pièce d'eau qui est également attribuée à Eugène Buller dans le tapis vert du côté sud-ouest. Le chenil qui a été restitué à l'identique par l'atelier d'antan et pour lequel nous avons reçu le prix de la Fondation Sommer Chasse et Nature en 2015. Et puis plein de petites dépendances, la billetterie, la maison du fermier qui va devenir un élément important parce que c'est un élément qui a compté pour la communauté. C'est un élément dans lequel, effectivement, toute la production agricole était centralisée et qui accueillait aussi le réfectoire dans une première phase avant que le réfectoire des salariés ne se passe à la cave au château. Nous avons le bûcher, nous avons la grange qui est aujourd'hui l'administration du domaine, l'atelier des jardiniers et aussi la salle de formation pour les ateliers pédagogiques. L'infirmerie, le seul des 4 petits bâtiments d'angle qui est encore debout. Et puis la pièce d'eau inachevée sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Alors, je vous présente l'équipe du domaine. L'équipe du domaine, vous avez 11 personnes pour le moment qui représentent 7 emplois et demi à plein temps. Et puis, vous avez aussi plein de gens extraordinaires. On a une dizaine de bénévoles qui sont très spécialisés. Alors, il y en a une qui est par exemple spécialiste en droit administratif. Ça aide beaucoup pour plein de choses. On a des spécialistes en maraîchage
qui ne viennent faire que du maraîchage selon certaines techniques et pas selon d'autres. Donc les bénévoles, c'est formidable, ils sont extrêmement exigeants quant à ce qu'ils font, mais on est très heureux de les accueillir avec nous. Et puis on a aussi des chantiers d'insertion, et ceci est possible grâce à l'association d'Aubeuf Partage, puisque cette association a été créée sur la suggestion et à la recommandation de la directe, de façon à distinguer ce qui est de l'intérêt public et de l'intérêt privé. Voilà, donc en fait on a une équipe qui est assez vaste et qui est composée de plein de gens très différents avec des personnalités assez différentes. On a aussi dans cette équipe une famille syrienne qui a été accueillie au domaine en 2016 et qui est maintenant salariée au domaine. Premier grand axe, donc le domaine est un lieu de vie familial et amical. Pour ça, il est nécessaire de restaurer le patrimoine. Et c'est donc M. Delecourt, comme employeur particulier, qui gère ce premier aspect. C'est intéressant de penser, mais c'est en même temps complexe, de se dire on a envie d'avoir un lieu familial et en même temps, il va falloir l'ouvrir au public. Comment fait-on ? Alors, première chose, il faut séparer les circulations parce que c'est important d'être en famille, c'est important d'avoir du public, mais si le public aux Journées du patrimoine rentre dans votre salle de bain, ça n'est pas toujours très agréable. Donc il faut trouver des circuits et des circulations qui soient indépendantes, autonomes. C'est la raison pour laquelle le lieu familial est plus le sud-ouest aujourd'hui et que les lieux ouverts au public sont plus orientés vers le nord-est. Ça permet d'éviter les collisions, ça permet d'éviter des rencontres alors que les uns et les autres ont besoin de profiter du domaine de façon différente. Deuxièmement, l'ouverture au public, ça peut être vu non pas comme une contrainte, mais comme un atout. C'est-à-dire que nos obligations, c'était d'ouvrir au public en 2018. Nous l'avons fait en 2017, parce que nous avions envie d'apprendre. Et on a beaucoup à apprendre avant de le faire bien. Ensuite, nous avions envie de le faire plutôt que de ne le faire que 50 jours par an. Le faire 50 jours en 2017, on est passé à 100 jours en 2018. Et l'objectif est d'ouvrir 120 jours l'année prochaine. Alors nous travaillons avec l'atelier d'antan. Ce sont deux jeunes femmes, Coralie Dantan et Céline Boisset, qui travaillent à Veules-les-Roses et qui s'occupent de la restauration, entre autres du château de Cany-Barville et du château d'Aubeuf, mais d'autres monuments également. L'atelier d'antan travaille avec tous les corps de métier, du désamiantage en passant par la ferronnerie, en passant par la maçonnerie, en passant évidemment par le traitement des mérules dont on va parler. Donc des corps de métier divers et variés, avec très souvent des meilleurs ouvriers de France, des petites entreprises. Je vais vous les présenter, il y en a 58 en Normandie. Donc ça fait du travail indirect, des emplois indirects pour pas mal de monde. Voici l'implantation des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc ça suit les circulations, mais nous sommes heureux d'aller chercher des gens comme Manche et Lagage dans le Calvados, comme Demeillet Couverture à Goderville, comme Renaissance du patrimoine à Rouen, parce que tous ces gens qui travaillent ensemble, eh bien, ils nous montrent leur savoir-faire tous les jours. Et puis, non seulement ils montrent leur savoir-faire, mais ils partagent leur savoir-faire avec le public qui nous rend visite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel plaisir du public à découvrir la renaissance du patrimoine et la restauration du patrimoine par des artisans. Donc, ils ont maintenant envie de nous accompagner, ils ont envie d'en découvrir davantage. Les cycles de restauration du jardin et de restauration du bâti ne sont pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus facile de restaurer un jardin que de restaurer du patrimoine. On peut se dire que le jardin, ça va de 3 ans à 5 ans. D'abord, ça pousse vite, et ça pousse vite en Normandie, ce qui est merveilleux. Ensuite, parce qu'on peut avoir, pour des jardins, des petits jardins, on peut avoir une idée, on peut le planter, et puis presque l'année suivante avoir un résultat. Parfois, et heureusement, il faut aussi demander des autorisations, surtout des demandes préalables pour préciser quels matériaux on va faire venir dans le jardin. On est sur un site qui est entièrement classé, donc évidemment, les propositions, elles passent par la DRAC. Elles passent par la commune, par la communauté de communes, puis par la DRAC.
Et puis, quand on plante un potager, effectivement, la maturité, elle n'est pas immédiate. Et là, il faut attendre 2 ans, voire 3 ans. Mais 3 ans à 5 ans, c'est rapide. C'est très, très rapide. Dans le cadre du bâti, c'est quand même beaucoup plus complexe, puisque, de toute façon, il y a un permis de construire. Il y a toujours une instruction qui prend un certain temps. Il y a très souvent des compléments d'information. Et alors, quant à la réception, au contrôle et à la mise en service des bâtiments, là, on est sur des cycles de 4 à 7 ans. Raison pour laquelle, quand Jérémy Delecourt a acquis le domaine du Grand Aubeuf, il nous a dit on va commencer par le potager, on va commencer par faire du bon. Le bon donnera envie de découvrir le beau, et ça nous permettra de donner envie de découvrir la restauration du bâti. Ensuite, on a commencé par travailler du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est l'infirmerie. Et puis on a aussi commencé par toutes les toitures, parce que sans toiture, c'est pas la peine de maintenir des maçonneries. Ensuite, on a fait le bûcher. Alors après ça, il y avait quand même une petite perle qui était le chenil, et on avait envie de le restituer à l'identique. C'est ce qui a été fait par l'atelier d'antan. Là, c'était de la ferronnerie, de la couverture, retrouver les pigments d'origine dans le bois en décomposition de la charpente, de la belle ferronnerie, et ça a permis d'avoir le prix donc Fondation Chasse et Nature. La billetterie, parce qu'il fallait avoir un lieu pour recevoir le public. La grange, parce qu'il fallait avoir un lieu pour travailler. Et puis, il était nécessaire de se faire la main et comprendre les pathologies du bâti, comprendre comment on pouvait restaurer les différents éléments. Alors, un appentis pour les tracteurs, c'est mieux que de les laisser sous la pluie. On en est à la maison du fermier. La maison du fermier, il n'en restait rien. Je vais vous la montrer tout à l'heure. L'objectif, c'est de la transformer. Le permis de construire pour la transformer en établissement recevant du public avec 27 couchages. Il est réglé. Et maintenant, on en est aux finitions des travaux d'aménagement intérieur. La cour d'honneur, elle est complexe parce que toutes les balustrades se cassent la figure, parce que la construction du 19e siècle est un petit peu légère. Les murs de soutènement n'ont pas le fruit nécessaire pour assurer la portance des balustrades. La cour d'honneur n'a pas été drainée au moment de la construction du bâtiment, et donc les balustrades, au fur et à mesure du passage du temps, du passage des engins de chantier, et un jour, le dimanche des Journées du patrimoine 2017, où 900 visiteurs cheminent tranquillement dans la cour d'honneur, il y a 2 volets de balustrades qui sont tombés dans les douves sèches, et depuis, ça n'arrête pas de tomber. Donc, ça tombe, et il faut les restaurer entièrement, démonter, numéroter toutes les balustrades, remonter, créer un drainage. Nous avons l'autorisation d'abattage des tilleuls de la cour d'honneur, de la part de la DRAC. Et puis, il faut recréer un ouvrage qui soit solide. Le portail, ça, c'est relativement simple. La coupole des grandes écuries, elle était tombée en 1960. On a 3 photos qui ont permis de reconstituer entièrement son modèle. Les mesures d'altimétrie ont été prises par drone en décembre. Les pièces détachées sont actuellement construites dans la Drôme et en Belgique. Il y a 2 entreprises qui ont remporté conjointement donc la construction de ces différentes pièces. Et il y a une voirie spéciale qui va permettre d'acheminer, qui contourne maintenant les écuries, qui va permettre de remonter la coupole l'année prochaine sur les grandes écuries. 2 permis de construire pour ce bâtiment. Les grandes serres, on ne pourra jamais les reconstituer puisqu'elles ont été ferraillées en 2012. On en a par contre conservé 3 éléments, une échelle, une porte et un 3e élément qui nous ont permis de reconstituer toute la volumétrie exacte en 3D. Simplement, on ne va pas pouvoir les reconstruire telles qu'elles étaient. 70 mètres de long sur 5 mètres de large, ça fait 350 mètres carrés de serre. C'est juste impossible aujourd'hui. Le jardin bas, la pathologie du bâti est exactement la même que celle de la cour d'honneur. Donc on a besoin de se faire la main sur la cour d'honneur avant de passer au bas jardin. Le bassin, il y a quelques fuites, mais ce n'est pas très grave. Il y a un liner qui n'est pas très joli. Il y a la pièce d'eau inachevée. Et puis finalement, il y a le château. Et le château, il passe en dernier lieu parce qu'il s'agit en premier lieu de restaurer des bâtiments qui ont un usage permettant de générer des ressources pour financer l'exploitation du domaine.
Et alors on a aussi une ligne de travail qui est la ligne du développement durable. Le développement durable, on en parle à notre public. Alors ça veut dire qu'on replante de la haie bocagère parce que autour de Daubeuf autrefois était un paysage de bocage normand. L'agriculture conventionnelle a un peu bouleversé les règles du jeu. Alors on replante de la haie mixte. On en a replanté 400 mètres linéaires dans la cour de la ferme, 750 mètres le long de la départementale. On a cette pièce d'eau inachevée et ici est développée une biodiversité qui est intéressante. Tous les matériaux ont 2 vies ou 3 vies à Daubeuf. Alors par exemple, quand on démonte de l'art contemporain, on en fait des vestiaires pour les salariés du domaine. C'est ce que vous voyez avec l'œuvre de Crain de Kooninck, exposée dans le Bas-Jardin en 2017, qui sert à faire des cloisons vertes de toutes les couleurs. Nos caisses à oranger, elles sont d'occasion bien sûr. Elles viennent du Roi Soleil, mais elles sont entièrement décapées, reconstituées, pièce par pièce, et reconstruites. Le désherbage des allées, on va y arriver, on va y revenir. C'est thermique et manuel. Et puis l'attraction animale est revenue à Daubeuf il y a 2 jours avec l'arrivée d'Igor et Nicolas, les 2 ânes. Alors il faut, dans un domaine comme ça, faire contre mauvaise fortune bon cœur très souvent. Rafale de 140 km à l'heure, les échafaudages du château sont faits pour que les attaches volent à partir de 100 km à l'heure. C'est très joli, ça fait des étendards comme des cerfs-volants, mais il faut les rattacher 3 fois par hiver. Vous avez aussi le lundi du déluge, en avril 2018, où les douves sèches sont pleines de 1,50 m d'eau, ce qui aide encore à l'effondrement. Vous avez des arbres qui continuent à tomber, parce que le parc arboré est sénescent. Des très jolies surprises, comme découvrir 184 tonnes de poubelles dans la pièce d'eau inachevée, avec un datage très précis, puisque nous voyons apparaître la capsule de Nespresso à l'étage -2, donc nous pouvons dater chaque couche, également découvrir qu'elles ont été préservées par une couche de terre et de lierre. Ça fait beaucoup de bennes à évacuer. La mérule, alors la mérule c'est pas grave, évidemment ça c'était pas une mauvaise surprise parce que le château a été acheté avec la mérule, mais il faut la gratter 1 mètre au-delà du dernier filament, donc ça veut dire que même quand le bâtiment a été mis au net, il en reste encore et on désinfecte. Vous voyez les murs de soutènement du jardin bas, et puis des tempêtes encore avec 25 chênes d'Amérique qui sont tombés en janvier, et puis des vieilles canalisations qu'on découvre et qu'évidemment on abîme avec des engins de chantier, donc ça arrive aussi tous les hivers. Et puis pendant ce temps-là, le château, même s'il est au sec, vous voyez que les plafonds souffrent quand même un petit peu. Voilà la cour d'honneur après le passage des 900 visiteurs des Journées européennes du patrimoine. Et puis on découvre des réseaux électriques qui sont bricolés depuis 150 ans et qu'il faut entièrement remettre aux normes. Donc ça, c'est un petit peu le travail de tous les jours, mais c'est en même temps sportif et ça nous met de bonne humeur parce qu'on se dit que tout ça, ça va rapidement être derrière nous. Le potager. Alors, on va oublier pour le moment les 2 premières images et on va se concentrer sur Camille Lenné, l'ancien chef jardinier. Parce que d'abord, il avait une mémoire extraordinaire et il connaissait toutes les canalisations par cœur. Il se promenait, par exemple, dans l'allée ici, et puis au milieu de l'allée, il s'arrêtait, il oscillait quelques minutes et il disait « -55, 3/4 de pouce, ouverture à l'anglaise ». Et là, on regardait, on faisait un sondage, et à 55 cm, il y avait effectivement de la fonte, du diamètre de la section qu'il nous racontait. Il savait tout par cœur. Il ne s'est pas trompé une fois. Donc, on a fait un plan de récollement sur la base de sa mémoire. Et il nous a raconté le potager. Il nous a raconté le potager avec moult détails. Il nous a tout raconté. Et donc, on a piqueté, selon son récit, tout le potager, selon ce qu'il nous avait raconté. Il s'est promené dans le potager, il nous a dit, oui, bien sûr, c'est ça. C'est complètement ça. On a fait le potager, et puis c'est là que l'année dernière, les photos du potager sont apparues, parce que les anciens salariés nous les ont rapportées. Et bien, ce qui a été créé ne correspond en rien à ce que Camille Lenné nous a raconté. Comme quoi on peut avoir une mémoire sélective, se souvenir parfaitement des réseaux, et ne pas du tout se souvenir du paysage. Mais bon, je reviens un instant sur le potager. Alors le potager, il a été entièrement drainé. Il est défini avec 96 massifs d'environ 7-8 mètres carrés, de façon à ce qu'on puisse toujours jardiner au centre de chaque massif,
avec des circulations principales de 3,50 m, engazonnées et drainées, des circulations secondaires de 1,50 m, des petites circulations tondables de 80 cm. Des voliges de châtaigniers. Le châtaignier, c'est bien, ça ne dure pas 10 ans, ça dure 7 ans, avec 7%, 7-8% de remplacement tous les ans. Et voilà le potager en 2017. Je vous le montrerai avec des photos plus récentes prises cette année. L'infirmerie, on ne va pas passer tous les bâtiments en revue, sinon ça fera très longtemps. Simplement, là, on est dans une situation où il faut effectivement privilégier les travaux sur les toitures. Et puis tout ce qui est aménagement intérieur, ça passe 2 ans après, quand on a sauvé le principal. Le chenil, vous le voyez ici en 2015 après notre arrivée. Le toit s'est effondré lors d'une des magnifiques tempêtes. Là, toutes les ferronneries ont été démontées, tout a été déposé, puis reconstruit pièce par pièce. Et celui-là, c'était une jolie restitution. Bon, encore du nettoyage dans le Grand Parc. Juste pour vous une idée du nettoyage que nous avons fait, on a demandé l'autorisation à la DRAC pour faire une coupe de tout ce qui était tombé dans le parc. 1430 stères de bois, ça vous fait une pile de 150 mètres de long sur 4 mètres de large et 6 mètres de haut. Et il en reste encore. Donc il y a du travail. Dans les clairières qui ont été créées, parce que 2 ou 3 clairières ont été créées, Didier me disait plusieurs fois qu'il trouvait dommage qu'à Daubeuf, il n'y ait pas suffisamment de beaux arbres. Et en entendant la présentation précédente, j'ai entendu parler d'arbres qui me sont chers. J'ai entendu parler de la palette des hêtres. Alors les hêtres lacygnés, les hêtres fastigiés, les hêtres pleureurs, mais aussi le hêtre tricolore, le Roseo marginata, dont on nous a parlé tout à l'heure. Alors le nôtre, effectivement, les nôtres sont tout petits, mais si un jour ils arrivent à donner un peu de couleur. Alors il est particulier le tricolore, mais il peut être effectivement très beau à maturité. J'ai entendu parler des arbres de fer, des persicas, des Parosia persica. J'ai entendu de la palette dont vous m'avez parlé et que nous avons essayé d'introduire. Donc 250 arbres plantés en remplacement de tous ces sujets. Nettoyés. Voilà la billetterie. Alors l'allée principale, nous avons pris plusieurs parties. D'abord parce que les temps changent et on s'est rendu compte en arrivant que entretenir des surfaces engravillonnées, c'était infernal. C'était infernal parce que soit on glyphosatait tout, et on a pris la décision en 2014 d'arrêter complètement l'usage des produits phytosanitaires. Ça veut dire qu'on désherbe pour le moment thermiquement, ce qui n'est pas terrible en termes de bilan carbone, mais qui est déjà mieux que le glyphosate, et on désherbe à la main. Donc ça, c'est terriblement chronophage. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit que peut-être qu'il fallait limiter le problème pour simplifier sa résolution. Il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Le jardin mixte et les Duchesne, ils se sont dit, dans un contexte après la Première Guerre mondiale où on n'avait plus de jardiniers, parce que les jardiniers étaient morts au combat, ils ont supprimé des parterres et ils ont conservé l'épure du jardin régulier. Pourquoi est-ce que des facteurs, des contraintes externes ne peuvent pas nous aider éventuellement dans une transition ? On avait une allée principale qui était calibrée à 6 mètres. 6 mètres, c'était énorme. Et en fait, on a pris la décision de la recalibrer à 3,50 mètres. Alors, il y a tout petit effet de perspective, c'est-à-dire qu'elle fait effectivement 2,80 m le long de la départementale et 4 mètres à l'entrée de la cour d'honneur, ce qui, lorsque l'on est dans le château, éloigne le bruit de la départementale, c'est plus loin, donc on entend moins, et ce qui rapproche le château lorsqu'on est sur la départementale et qu'on regarde le château. Donc le château se rapproche de la communauté. Si vous réduisez de 40% les surfaces engravillonnées, d'abord vous pouvez découvrir des profils extraordinaires de zones engazonnées. Et il y a un profil en chaînette dans l'allée principale qui est absolument somptueux, qui ne se voyait plus, qui se voit aujourd'hui. Et donc voilà, c'est la décision que nous avons prise. Nous avons réduit et nous utilisons des voliges métalliques en acier, du matériel industriel qui rouille, qui a le même effet au bout d'une semaine que l'acier Corten. Il dure probablement moins longtemps, mais c'est un coût plus raisonnable.
Toutes les allées sont drainées, évidemment, avant d'être faites, parce qu'une des causes de l'entretien difficile de ces allées, c'est l'humidité qui stagne dans les allées. Donc, on a beaucoup moins de mousse depuis que les allées sont drainées. Alors, voici la maison du fermier. La maison du fermier, vous la voyez en 2014, sans toiture, une vue intérieure. La toiture a été refaite en 2016. On en est maintenant à l'isolation. L'isolation à la laine de bois avec des matériaux traditionnels. Et elle ouvrira, donc elle est classée ERP pour une unité hôtelière pour 27 couchages, elle ouvrira en 2021. Les gens autour de nous sont heureux de voir renaître ce bâtiment, alors qu'il était complètement abandonné. Alors la cour d'honneur, je vous en ai parlé. Nous attendons cette fois-ci. Le projet est validé par la DRAC. Nous attendons une subvention pour pouvoir le démarrer. Il était prévu en 2018. Il ne pourra démarrer qu'en début d'année prochaine. Le portail, il s'agit simplement de reprendre un petit peu la ferronnerie. Le projet est également validé. C'est un projet qui prépare la remise en état de tous les murs, clôtures, sauts de loup et grilles du domaine. Les grands tilleuls, alors on est confronté ici à un problème d'alignement qui sont très disparates en termes d'âge. Certains ont 30 ans, d'autres ont 165 ans, et à des sujets qui sont sénescents. Alors on a fait un audit phytosanitaire et mécanique de 588 arbres. On a eu l'autorisation d'en abattre 12 qui étaient dangereux pour le bâti ou pour la sécurité des personnes. On en a replanté 225 dans les dents creuses. On n'aura jamais à Daubeuf des alignements homogènes. Mais on s'est dit qu'on faisait un pari sur l'avenir en disant que l'important c'était ce qui se passerait pour nos petits-enfants et que d'ici 50 ans, il y aurait de la place et que les plus forts gagneraient. Donc on aurait probablement quelque chose. Et puis quand on a attendu si longtemps avant de replanter, il y a bien un jour où il faut qu'on s'y mette. Donc il y a aussi un autre arbre qui était important, c'est le tulipier de Virginie qui était d'un côté du bas jardin. Au décès du marquis de Pomereux, la famille Pomereux a demandé à ce que le grand tulipier soit abattu. Donc il ne reste que Princesse de Croy, sa sœur, dans le bas jardin. En remplacement, un cèdre de l'Atlas a été planté. Le cèdre de l'Atlas résiste mal au vent violent. Il s'est donc cassé et l'année dernière, il est tombé. Et on a replanté un petit tulipier de Virginie qui est évidemment complètement ridicule par rapport à son voisin qui a 165 ans, mais là encore, si on attend 165 ans pour remplacer un arbre, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Donc il faut se lancer dans le remplacement. En tout cas, c'est la théorie que nous défendons. Voilà les grandes écuries. Alors le projet de la coupole a été validé, la coupole est en fabrication. Et nous attendons ce moment avec impatience pour probablement faire une très belle fête parce que je pense que ce serait un moment symbolique important pour le domaine. Voici l'avancée des travaux il y a quelques jours avec l'intervention de Meillet Couverture, avec l'ouverture des sorties de secours qui sont nécessaires pour un bâtiment qui va accueillir 300 personnes. Les derniers éléments, alors vous voyez quelque chose qui peut paraître étrange, qui sont des éléments préfabriqués qui nous ont permis de faire un mur de soutènement qui est en train d'être végétalisé par des grimpantes qui seront des grimpantes descendantes, donc qui sera totalement masqué et qui permettent de faire passer la voirie d'accès aux écuries, qui permettrait de mettre sous le niveau du belvédère qui permet d'admirer la pièce d'eau inachevée. Donc c'est quelque chose qui est un matériau brut, mais c'est quelque chose qui sera totalement végétalisé et en persistant, de façon à ce qu'on ne le voit plus. Vous avez l'intégralité des toitures du corps de ferme qui sont en ce moment reprises, et les relevés sur des petits bâtiments, en particulier le château d'eau, qui va devenir un oratoire, qui sont à jour. Les grandes serres, je vous l'ai dit, on ne peut pas les reconstituer, 70 mètres de long sur 5 mètres de large. Le parti pris qui est adopté pour le moment, mais qui sera évidemment l'objet d'un projet, c'est de... Voici l'emplacement des anciennes serres.
Les anciennes serres sont maintenant occupées par le jardin de graminées, puisque les serres ont été ferraillées. Et nous nous sommes dit, autant on emporte le vent. Donc il y a un jardin de graminées qui nécessite bien moins d'entretien que le potager Privy-Landry. Comme nous avons reconstitué le profil des serres, nous proposons de l'installer au bout de l'allée qui mène vers les grandes écuries et qui est mieux orienté, qui est orienté côté sud. Ce projet sera l'objet d'une présentation et nous l'espérons d'une validation de la part de la DRAC. Le jardin bas, la problématique est identique à celle de la cour d'honneur. Vous voyez ici l'état des murs de soutènement. La pièce d'eau inachevée, c'est une curiosité. En grande discussion avec la DRAC, parce que la responsable des jardins qui a suivi le dossier de classement me disait non, j'avais demandé une coupe permettant de mieux comprendre ce qui se passait sur le terrain. Et j'avais demandé l'autorisation de faire une coupe ici, sur la base d'un plan de 1851, qui est le plan que je vous ai montré au début, des propriétés du marquis de Pomereux. Donc nous avons envoyé ce plan à la DRAC, et sur la base de ce plan, tout comme sur la base de cette photo aérienne de 1952, nous avons eu l'autorisation de faire cette coupe blanche dans cette zone. Puis nouveau relevé de géomètre, et là nous voyons apparaître un tracé parfaitement régulier de quelque chose, une forme géométrique de 150 mètres de long, 122 mètres de large, un plan d'église, pas du tout orienté comme une église et pas du tout des fondations d'église, puisqu'un déblai de 1,65 m parfaitement régulier, des talus parfaitement conservés. Et donc nous avons une pièce d'eau qui a été excavée pendant 3 ans avec des pelles à vapeur, selon la technologie de l'époque, 20 mètres cubes par jour, 3 ans et demi de travail, et puis tout d'un coup on a arrêté. On a arrêté probablement pour des questions d'arbitrage financier, puisque nous sommes à l'époque où les grandes écuries étaient en train d'être construites. Monsieur Olivier, responsable de la DRAC, a vu ce tracé qui est maintenant inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis janvier. Je pense qu'on a 5 ans de travail pour défendre ce projet. Nous souhaiterions mettre en valeur la forme géométrique et peut-être ne pas restaurer quelque chose qui n'a jamais existé, mais restaurer une simple forme en disant c'est inachevé. L'histoire fait que c'est inachevé, que cela reste inachevé et que ça conserve la poésie et l'onirisme de quelque chose, d'un rêve fou qui n'a jamais été accompli. Nous avons trouvé les éléments de maçonnerie qui sont les 2 prototypes de la margelle du bassin qui n'ont jamais été posés. Voici l'état intérieur du château, une fois que tous les plâtres ont été déposés. Donc effectivement, mérule. Comme on ne pouvait pas faire visiter le château il y a peu de temps, les architectes donnaient aux visiteurs un plan du château pour leur faire comprendre ce que c'était que le plan Massé et les évolutions du château entre le XVIIe et le XIXe. Alors on a commencé par faire des visites de groupe, cette année. Ils contribuent de façon importante à l'économie du domaine. Je ne rentrerai pas dans tous les chiffres, mais je voudrais vous donner juste une petite comparaison. En 2017, il fallait rouvrir ce domaine et la politique d'accès était gratuite. Elle est maintenant payante. Nous avons perdu quelques visiteurs individuels. Nous en avons gagné beaucoup en tant que visiteurs de groupe. Il y a eu moins de visiteurs aux Journées du patrimoine et c'est peut-être une meilleure expérience parce que les gens étaient plus heureux et se sentaient respectueux et heureux de contribuer à la restauration du patrimoine, alors que la gratuité, finalement, associait une absence de valeur à l'expérience. Le résultat, c'est que, et un sou est un sou, le résultat, c'est qu'il y a 4 fois plus d'argent qui est rentré qu'en 2017, pour un public équivalent. Alors, la politique tarifaire a ses limites, mais c'est simplement un élément de réflexion. Le deuxième axe, l'économie intelligente du lieu, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Lorsque nous aurons les installations restaurées, nous allons pouvoir faire plein de choses. Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut faire feu de tout bois. Feu de tout bois, ça veut dire qu'on a un potager qui est Privy-Landry, on peut produire des légumes,
on a des pommiers, on peut produire du cidre, et on a un parc, donc on peut produire du bois. Et en plus, il y a des fleurs qui poussent partout, donc on a aussi des fleurs. Voilà nos 4 produits cette année. Et en fait, ça correspond à ce que les gens ont envie, ce dont les gens ont envie en ce moment. Donc, nous avons fait une demande préalable pour le montage d'un tunnel horticole qui est amovible, puisqu'il est situé sur une parcelle napoléonienne. Il doit être paysager, c'est-à-dire qu'il est entouré d'une collection de pommiers et de rosiers, de rosa canina, de façon à ce que progressivement il soit moins visible. Là, vous le voyez dans sa partie la plus visible, puisqu'il s'agit d'une vue aérienne. Il y a également du maïs devant et un certain nombre de grands végétaux, comme le faisait la marquise de Pomereux, qui aimait bien cacher ses végétaux, cacher ses légumes, avec des petites fleurs pour les petits légumes et des grandes fleurs pour les grands légumes. Eh bien, ce projet est passé en disant « vous avez besoin de cette capacité productive, donc c'est validé ». Ce qui s'est passé cette année, c'est que les paniers potagers sont passés de 134 l'année dernière à 900 paniers potagers. Ça veut dire 1200 paniers potagers produits. Ça veut dire 4 tonnes de légumes produits en une première année. Ils continuent à être produits pour le moment. Que les gens, en achetant des paniers potagers, ont eu envie d'acheter autre chose. Alors, on avait l'année dernière en vente des livres. Les gens n'achetaient pas des livres, n'achètent pas des livres à Daubeuf. Ils achètent finalement de l'épicerie fine et des choses qui sont liées au maraîchage. Et ça, tout d'un coup, il n'y a pas de problème, ça fonctionne mieux. Et puis le bois, il y a aussi quelque chose qui s'est vendu. Le résultat, et peut-être que ce sont des comptes d'épicier, mais dans une gestion de bon père de famille, c'est important de payer notre personnel et nos charges sociales. Dernière composante qui nous tient très à cœur, c'est de dire que ce projet, on le fait, on n'est pas capable de le porter tout seul et qu'on le fait avec les gens autour de nous. Daubeuf Partage, créé en 2017, est cet instrument de lien avec le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du soin par le jardin et des chantiers d'insertion. Le soin par le jardin, c'est 60 ateliers par an, c'est-à-dire un atelier toutes les semaines avec le groupe hospitalier du Havre et l'hôpital de jour en psychiatrie de Fécamp. 8 patients, bilan thérapeutique tous les ans. Il y a 7 personnes sur 8 qui vont beaucoup mieux. Vous avez ici les bilans thérapeutiques. Ce sont des ateliers de jour pour adultes handicapés. C'est aussi l'association de Thiétreville avec le Logis Saint-François et des enfants qui sont placés sous protection. Eux, ils ont droit à 20 ateliers par an. Donc, ça nous fait des lundis et des mardis bien chargés avec tout ça. On a des chantiers d'insertion, puisque c'est le premier objet de l'association. Chantier d'insertion, association pour l'insertion des brigades vertes. Tout l'hiver en entretien du parc. Puis, graines en main pour le maraîchage l'été. Ça fait beaucoup de monde qui travaille et qui partage quelque chose avec nous. Le lien à la communauté, alors ça passe par plein de choses. Ça passe par, lors des journées du patrimoine, des ateliers pour les enfants, les confitures de souvenirs où les enfants allaient grappiller tout ce qu'ils voulaient pour mettre un petit paysage, leur petit paysage, dans un pot de confiture. Il y a eu 70 pots de confiture avec des paysages merveilleux qui ont été faits. C'est aussi l'exposition qu'on a fait qui s'appelle « Dans les coulisses du Grand Daubeuf », vous avez des catalogues à la sortie, qui est un hommage aux anciens salariés du domaine. Parce qu'après tout, ce domaine, il a existé aussi avec les gens qui y ont travaillé. Et nous ne sommes rien que les successeurs de ceux qui sont passés avant, et on va passer la main à ceux qui passeront après. Donc on est juste des éléments d'une chaîne qui travaille pour ce domaine. Des boîtes à livres, vous en avez à côté du château, je l'ai vu tout à l'heure. Effectivement, les boîtes à livres, c'est dans l'air du temps. On a envie que les gens non seulement lisent au domaine, mais puissent emporter des livres. On nous offre beaucoup de livres. Des ateliers pédagogiques pour des classes maternelles et primaires. 20 ateliers pédagogiques en fin d'année 2017-2018. Et puis des programmes de formation professionnelle avec le Centre de formation en apprentissage de Seine-Maritime et Naturapôle. Nous en sommes à notre 2e classe de BTS que nous suivons pendant 2 ans, où ils ont un territoire, 3000 m², une enveloppe financière, un diagnostic, une création, une réalisation et la médiation de leur projet, une mise en œuvre.
et la médiation de leur projet auprès du public pour l'exposer. Donc, projet fait en collaboration avec l'Agence de l'eau. Des animations culturelles avec l'installation d'art plastique dont je vous ai parlé, Kraïn de Kooning, avant qu'elle ne devienne l'atelier des jardiniers. L'inauguration du potager avec une mise en lumière par 1200 pots torches en 2017. L'exposition en 2018 dans les coulisses du Grand Aubeuf, en collaboration avec la ville de Fécamp. De la musique, donc de la Renaissance avec la compagnie Passaggi, mais aussi une promenade que je fais depuis 10 ans au Bois des Moutiers et que je fais maintenant à Daubeuf parce que les gens aiment bien découvrir un jardin entre chiens et loups, que nous avons fait avec Ariane Doublet et d'autres intervenants qui savent parler de cette heure exquise entre la tombée du jour et l'arrivée de la nuit. Un domaine en devenir, je voulais quand même vous montrer quelques images de l'actualité, et ça va être assez rapide, et de vous rappeler de ce par quoi on est passé depuis 3 ans et demi. Et c'est merveilleux parce que la nature est résiliente et la nature fait tout le travail. Elle fait vraiment des miracles. On ne croirait pas que ça change aussi vite. Alors nous, ça nous remonte le moral parce que quand on voit comme la nature pense tous les travaux qu'on peut lui apporter, eh ben ça fait énormément de plaisir. Voilà le potager cette année. Voilà ce qu'il a été. Voilà le jardin de graminées. Voilà ce qu'il a été. Voilà le jardin en fleurs. Du côté du chenil et des communs. Alors là, c'est vrai qu'on avait oublié à quel point ça avait été dur, boueux, avec 40 cm de boue, et maintenant, ça y est, c'est présentable, on va dire. Le jardin de graminées. Des choses toutes petites, et 2 ans après, ça fonctionne, ça capte la lumière, ça capte le givre, et puis c'est beaucoup moins fatigant à entretenir que le potager, ce qui est bien. Les rhododendrons, il y a des rhododendrons magnifiques à Daubeuf, et ça a été notre premier chantier. En fait, on s'est dit, on a envie de rentrer sous les rhododendrons. C'est un jeu qu'on jouait aussi au Bois des Moutiers. Et puis au Bois des Moutiers, à Varangeville, on taille en transparence. Donc on avait envie de mettre en valeur le ligneux de ces rhododendrons. On est rentré dedans avec 8 jardiniers, on a tout épluché. Il ne restait plus que la canopée. Et on a découvert qu'il y avait une promenade extraordinaire de 70 mètres sous les rhododendrons que nos visiteurs adorent, les enfants et les adultes retombent en enfance en ayant l'impression de rentrer dans un autre pays. Donc la promenade sous les rhododendrons, qui a l'avantage de ne pas être vue depuis le pavillon. On met le public sous les rhododendrons et eux, ils sont dans un monde différent et ça laisse la famille de l'eau courte un petit peu tranquille pendant leurs vacances. Et alors, il y a aussi des choses merveilleuses, c'est que le bas jardin qui s'effondre, je vous ai parlé de sa lumière. En fait, sa lumière, il faut tout refaire, mais il n'y a rien à faire parce que tout est parfait. Si je regarde la lumière de ce jardin tous les jours, eh ben, c'est juste extraordinaire parce que ça a été merveilleusement pensé et ça fonctionne. Donc voilà, on a reçu 2 prix. Le prix Villandry pour le potager, le prix de la Fondation Sommer Chasse et Nature pour le chenil, tous les 2 de la Fondation pour les monuments historiques, l'Association des parcs et jardins, l'Association des jardins potagers et fruitiers de France est venue nous voir un jour. Merci, cher Anne Thomas, et nous a proposé de rentrer dans ce réseau. On l'a fait avec grand plaisir. Et puis, cette année, ça s'est traduit par 2 pages de couverture. Une dans la Gazette, dont vous avez un exemplaire à l'entrée. Couverture de la demeure historique avec la restauration du chenil et des dépendances. Donc, un grand merci à vous tous parce que vous nous avez suivis. Et comme je le disais tout à l'heure, vous nous avez donné un certificat de naissance qui nous donne envie de continuer pendant les 7 ans qui nous séparent de la fin.